À la page 33 du chapitre 7 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 2 de la section 2.1 de Séguin. Donc c'est encore une fois autant n'emporte le vent, mais prise 2. On retrouve le texte de la situation à la page 188 de Séguin. Donc interrompez la vidéo et prenez le temps de la lire. À la deuxième lecture, j'identifie mes choses. Fait que le premier chiffre qu'on rencontre, c'est la force. Les forces, on nous dit qu'il y a deux forces et que les deux forces ont la même valeur. Donc F1 égale F2. Je peux les appeler F dans mon problème pour me simplifier la vie, parce qu'elles sont toutes les deux égales. Elles sont égales à 0.424 newtons. On donne la masse de l'objet qu'on va pousser avec ces deux forces-là, qui est 3,5 kg, qui est un objet de type hexagonal. Et on me demande quelle est l'accélération. On nous donne la configuration des forces sur l'objet hexagonal et on nous demande quelle accélération qu'on va avoir sous forme cartésienne. Donc je pourrais l'exprimer comme ça, sous forme cartésienne, combien de fois le vecteur unitaire I plus combien de fois le vecteur J. Mais je pourrais également, puis je préfère quasiment ça, dire que quand c'est la forme cartésienne, dans le fond, on me demande de préciser ce vecteur-là en donnant sa composante selon X et sa composante selon Y. On me demande également de donner l'accélération sous forme polaire. Sous forme polaire, ça revient à dire quel est le module de l'accélération, quelle est la valeur absolue de l'accélération et quel est son angle. Bon, il y avait d'autres chiffres de cachés dans le problème. C'est des chiffres associés à la forme qu'on utilise et à la position des forces sur cet objet-là. C'est pour ça que dans un premier temps, avant de donner les angles des deux forces, quoique le deuxième, on voyait qu'il s'exerçait vers le haut, donc à 90 degrés. C'est l'angle du premier qui est un petit peu plus difficile à trouver, que je vais faire par géométrie. Donc, je me suis vraiment dessiné l'objet avec ces deux forces dessus, à cet endroit-ci. Donc, mon objet hexagonal, puis F2, qui pousse comme ça. Donc, par rapport à l'horizontale, par rapport à l'axe des X conventionnel, c'est le 90 degrés que j'ai mentionné tout à l'heure. Tandis que F1 s'exerçait au centre de ce côté-là. Donc, par rapport à l'horizontale, c'est l'angle que j'ai ici, que c'est l'angle que j'ai au bout, que c'est l'angle que j'ai sur n'importe où quand je poursuis l'axe de la force. Donc, c'est aussi le petit angle qui est ici. Comment je fais pour trouver la valeur de ce petit angle-là? Ben, quand on a n'importe quelle forme, hein, quand on le divise en passant par le centre, en faisant l'équivalent de pointes de tarte, ben, si j'ai 6 côtés, je vais avoir 6 pointes de tarte. Donc, chacune de mes grandes, ben, pas grandes, mais chacune de mes pointes de tarte a 60 degrés, à 370 par 6. Et quand j'exerce ma force au milieu d'un côté, ben, je me trouve à passer par la moitié du 60 degrés. Donc, ma réponse, 30 degrés, mais j'ai expliqué combien, j'ai documenté comment je l'ai obtenu. Donc, θ 1, c'est la moitié de l'angle que j'ai dessiné ici, et cet angle-là, c'est 360 divisé par les 6 pointes de tarte. Donc, le chiffre ne tombe pas de nulle part. Si quelqu'un veut comprendre comment je l'ai obtenu, ben, il y a de la documentation, j'espère, adéquate pour le comprendre. Mais ce n'était pas mon dessin officiel, parce que mon dessin officiel, je l'ai mis ici. Je vais avoir un problème en XY. Mon objet, j'ai probablement simplement dessiné un point plutôt que dessiner l'hexagonale. Et j'ai dessiné mes deux forces, F1 et F2. Et ça serait exactement le même problème que la force soit de l'autre côté ici, puis qu'elle tirerait sur l'objet. Tant que la force reste dans cette orientation-là, c'est le même problème. Donc, j'ai dessiné probablement F1 ici par rapport à mon point. Là, on dirait plus qu'il tire sur le point, mais ça reste le même problème. Puis F2 vers le haut comme ça. Donc, j'ai dessiné F1, F2. Ma masse est dessinée. L'accélération, ben, par symétrie, je m'attends à ce que le A soit au centre des deux. J'ai dessiné mon A et j'ai identifié mes trois angles. Donc, le premier angle que j'ai dessiné qui part de l'horizontale qui s'en va jusqu'à A, ben, c'est θA. Le deuxième que j'ai dessiné qui part de l'horizontale et qui s'en va jusqu'à F1, ben, c'est θ1. Et le troisième qui part de l'horizontale et qui s'en va jusqu'à F2, ben, c'est θ2. Fait que j'ai passé sur toutes mes variables, puis sont toutes illustrées dans un dessin. J'ai une accélération à calculer. Je suis dans le chapitre des lois de Newton avec la plus grande loi qui est F égale ma. Mais c'est pas comme ça que je l'écris. Je vais aller voir dans le résumé comment il faut que je l'écris. Et surtout, je m'aperçois que je vais le résoudre parce que je vais avoir la composante selon X, la composante selon Y. Donc, je vais le résoudre en X et en Y. Dans le résumé
pour le chapitre 7, c'est pas la force résultante qui m'intéresse. Ça égale à 0, le A n'est même pas dedans. C'est vraiment la deuxième loi de Newton. Et je vais utiliser en X et en Y les deux que je viens de surligner. Donc, deuxième loi de Newton en X, puis deuxième loi de Newton en Y. Je reviens à mon problème dans une seconde. Et voilà. Donc, première loi en X. Première chose que je vais écrire, je vais encore avoir mon MAX ici. Puis je vous rappelle, quand j'utilise le rouge différent, c'est de l'information pédagogique. Si ce serait moi qui aurais fait la solution juste pour moi, je n'aurais probablement pas mis ce qui est en rouge différent. Okay? Mais d'un point de vue pédagogique, pour expliquer à mes étudiants, j'aime bien le préciser. La somme des forces, c'est-à-dire de regarder mon dessin et de dire toutes les forces qui sont dessus. Donc j'ai F1, F2, et je les fais selon X. Donc j'ai F1 selon X, plus F2 selon X. Au début, je vais souvent les écrire, puis quand on prend l'habitude, on va les faire disparaître, mais vous voyez que je l'accepterai même si cette ligne-là n'est pas là. Prochaine ligne, je vais enlever le selon X en écrivant que pour faire la somme selon X, ben c'est F1, mais quand j'enlève le selon X, ça devient cos θ1, F2, puis quand j'enlève le selon X, ça devient cos θ2. C'est ma façon d'enlever le selon X, est égal à M. Et là, je ne peux pas enlever le AX parce que je ne connais pas la valeur, puis c'est même elle que je vais chercher, donc je reste à M égale à AX. Dans ce problème-là, j'aurais pu me mettre les chiffres immédiatement, mais j'ai probablement remplacé F1 par F, puis F2 par F, mais ce n'était pas strictement nécessaire, parce que j'aurais pu commencer déjà à remplacer mes chiffres, puis à m'apercevoir que j'ai ma seule inconnue qui est AX à cet endroit-là. Intéressant, j'avais un cos 90 degrés pour F2, donc ça aussi, c'était pas une ligne strictement obligatoire, là. Je suis capable de le résoudre sans cette ligne-là, mais je voulais montrer que, justement, quand on est vers en haut, ça donne un cos 90. Donc, ici, j'ai pas de contribution. F2 ne contribue pas selon X. Donc, quand je vais isoler mon AX, je vais avoir juste la composante de F1, là, 0.424 cos 30. C'est la composante de F1, parce que l'autre est disparu à cause du 0, à cause du cos 90. Et ça me donne l'accélération selon X, qui a été créée entièrement par F1. Je vais refaire la même chose maintenant en Y. Évidemment, F2 contribue à le faire bouger en Y, puis F1 contribue à faire bouger un petit peu l'objet en Y. Fait que cette fois-ci, il ne devrait pas avoir de 0 qui apparaît. Donc, j'écris ma deuxième loi de Newton, mais en Y. J'écris quelle force je vais considérer, F1 et F2, puis je les considère en Y. J'écris vraiment ce que je vais utiliser. Donc, c'est F1, puis c'est en Y, ça veut dire sin θ1, F2, sin θ2, fois MAY. Et je suis prêt à mettre les chiffres dedans, où là j'ai ma ligne, probablement que j'ai utilisé le F pour dire que c'était la même valeur des deux côtés. Et là, je vais avoir ma ligne avec mes chiffres dedans. Évidemment, encore une fois, j'ai un sin 90 ici. Pas un cos 90 comme tantôt, mais c'est un sin 90. Bien, sin 90, ça veut dire 1. Ça veut dire que F2, dans le fond, contribue au complet à faire bouger en Y. Je vais avoir 0.424 fois 1. Donc, c'est quand je dis au complet, c'est-à-dire l'entier de ma valeur de force qui contribue. J'isole le AY. Donc, j'ai une partie de la force. Quand je dis une partie, c'est parce que sin 30, hein, ça donne toujours plus petit que 1. Donc, j'ai une partie de F1 plus F2 au total, divisé par le M. Ça va me donner mon accélération. Donc, ça me donne une valeur. Et si quelqu'un se contenterait d'avoir les deux composantes, je pourrais m'arrêter là. Mais évidemment, on s'intéresse souvent, comme c'était demandé, sous forme cartésienne, que Séguin le donne avec les vecteurs IJ, mais ça revient à mettre AX fois I puis AY fois J. Fait que les deux valeurs que j'ai trouvées, je les rentre dans ce genre d'équation-là. On me demande aussi le module, donc j'irai dans les résumés, j'ai pas de mémoire, j'irai voir c'est quoi la formule pour trouver un module de vecteur, puis là je l'adapterai à ce vecteur-là, c'est sûr que ça reste A, ça fait un peu bizarre dans ce cas-ci, et je suis prêt à mettre mes chiffres et j'obtiens ma réponse. L'angle, même chose, j'irai dans les résumés, voir comment que je trouve l'angle d'un vecteur, et je l'adapterai à ce problème-là, je mettrai mes chiffres et j'obtiens la réponse.